Bonsoir à tous et soyez les bienvenus. La Côte d'Ivoire, à l'instar des pays du monde entier, célèbre ce vendredi la journée mondiale de la drépanocytose, une maladie héréditaire qui touche 14% de la population ivoirienne. Encore de nombreux Ivoiriens bloqués à l'étranger en raison de la pandémie de Covid-19. Ils demandent à rentrer chez eux, victimes de la fermeture des frontières aériennes. Et puis la prestation de serment d'Évariste Ndayishimiye, le 10e président du Burundi, entame un mandat de 7 ans. Une cérémonie marquée par une ferveur religieuse et précipitée par la mort soudaine du président sortant, Pierre Nkurunziza. Chaque année, le 19 juin marque la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, une maladie génétique du sang qui touche 150 millions de personnes dans le monde et 14% de la population ivoirienne. S'il n'existe pour l'instant aucun remède, le dépistage massif semble être une solution. Pierre Dipomela. Depuis 2009, la drépanocytose a été déclarée problème de santé publique par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. En moyenne, 600 nouveaux cas de drépanocytose sont enregistrés en Côte d'Ivoire. Le taux de prévalence oscille entre 12 et 14% de la population, soit environ plus de 4 millions de porteurs sains et actifs. Et pourtant, le pays n'a pas de centre spécialisé pour la prise en charge de cette pathologie à fort taux de mortalité et de morbidité. D'où le plaidoyer de ADTCI, Association des drépanocytaires et thalassémie de Côte d'Ivoire, pour un dépistage massif. Je pense que le bilan prénuptial devrait déjà être obligatoire et intégrer effectivement l'électrophorèse de l'hémoglobine, qui est l'examen qui permet d'identifier si on est drépanocytaire ou pas. Il y a également des tests de diagnostic rapide qui sont disponibles aujourd'hui. On en connaît au moins 2, dont un qui a été présenté aujourd'hui par un laboratoire. Et il est évident que, quel que soit l'amour que vous portez, le professeur Sanogo le dit très bien, la drépanocytose est plus forte que l'amour. Même si vous vous aimez et que la maladie commence à frapper à la porte, l'amour et le mari risquent de partir par la fenêtre. Il reste à faire en sorte qu'on puisse faire un dépistage à large échelle au plan national. Et puis surtout, le défi le plus important, et là nous appelons à la sollicitude des autorités, c'est de mettre en place un centre de prise en charge et de recherche contre cette maladie qui, comme vous l'avez vu, touche 12 à 14% de la population ivoirienne. Pour lutter contre cette maladie, déjà, il faut améliorer la prise en charge des personnes malades, c'est-à-dire avoir un dispositif qui permette d'adresser les personnes malades à des praticiens de qualité. Parce que tout médecin ne peut pas suivre la drépanocytose. Il faut un hématologue, il faut des centres de santé et surtout un dispositif d'accueil à l'hôpital et de prise en charge qui soit opérant. Donc il faut qu'on améliore la prise en charge. Il faut savoir que la drépanocytose, c'est une maladie génétique donc, qui à la base ne peut pas se guérir, mais qui peut être prise en charge. Il faut arriver à diagnostiquer tôt. Parce que quand on diagnostique tôt et qu'on prend tôt en charge la maladie, on arrive à avoir, on va dire, une espérance de vie très longue. Aujourd'hui, on a des malades de 70, 80, 85 ans, alors qu'il y a quelques années, ce n'était pas possible. La seule prise en charge curative de la drépanocytose reste la greffe de la moelle, une chirurgie lourde avec une technologie complexe et un coût hors de portée. En cette période de Covid-19, les sujets drépanocytaires sont des sujets vulnérables. Arthur Moloko, 6e adjoint au maire de la commune de Treichville, leur a fait don de masques et produits sanitaires contre la pandémie de coronavirus. La cérémonie a pris fin par des dépistages rapides. Nouveau bilan sur l'évolution de la maladie à coronavirus. 430 nouveaux cas enregistrés ce vendredi et 79 guéris. On écoute le directeur de la santé à ce propos. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, vendredi 19 juin 2020, 430 nouveaux cas de Covid-19 sur 1632 échantillons prélevés, soit 26,3% de cas positifs. 79 guéris et 0 décès. À la date du 19 juin, la Côte d'Ivoire compte donc 6874 cas confirmés, dont 2942 personnes guéries, 49 décès et 3883 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 43 075. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la pandémie n'est pas terminée
Il exhorte les populations au strict respect des mesures barrières, notamment le lavage régulier des mains à l'eau et au savon, la distanciation physique d'1 mètre et le port obligatoire de masques lorsque nous sommes dans les lieux publics. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle donc à la discipline et au sens de responsabilité de tous et de chacun. Restez donc vigilants car le virus circule toujours. Vous avez entendu les précisions de Mamadou Samba. 6874 personnes déclarées désormais positives au Covid-19, 2942 guéris, 49 personnes décédées et 3883 cas actifs. Nombreux Ivoiriens sont bloqués à l'étranger en raison de la pandémie de Covid-19. Entre fermeture des frontières et annulation de vols, la situation sur place se corse pour les voyageurs. En témoigne ce récit de Nadjaïja. Selon le ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, 975 Ivoiriens bloqués à l'étranger suite à la fermeture soudaine des frontières aériennes ont pu être rapatriés. En Afrique spécifiquement, ce sont 679 personnes concernées, dont 144 au Maroc, rapatriées en 2 vols. Faute d'informations, certains ressortissants du pays n'ont pu bénéficier de cet appui de l'État. Face à la crise sanitaire qui perdure, ces Ivoiriens partis pour un voyage de court séjour au royaume chérifin sont pris au piège. Tous les jours, je pleure mes enfants parce qu'ils me manquent. Quand je lis les messages, je n'arrive même plus à regarder leurs photos parce que lorsque je les regarde, mes larmes coulent. Je ne me suis jamais séparée autant de mes enfants. J'ai tenté, j'ai observé pour voir si le confinement allait prendre fin ici, mais mon espoir est tombé à l'eau. Quand récemment, ils ont prolongé encore l'état d'urgence. Entre la gestion des cas de maladie et des moyens de subsistance qui s'amenuisent, ces infortunés au nombre d'une centaine craignent le pire. Après plusieurs tentatives infructueuses pour joindre la représentation diplomatique sur place, ils ne savent plus à quel saint se vouer. Nous venons vous demander de nous aider encore, à nous affecter encore 2 ou 3 avions pour les Ivoiriens bloqués au Maroc. La situation devient très difficile. Et vraiment, la situation est compliquée pour nous qui sommes encore bloqués ici. Je prie toute personne pouvant nous aider de bien vouloir faire un geste afin que nous puissions rentrer et retrouver nos familles. Lors de son passage au Sénat, le 15 juillet dernier, le ministre de tutelle a rappelé que les identifications pour les Ivoiriens bloqués à l'extérieur sont toujours en cours dans les différentes ambassades sur place. Elles permettent de répertorier les personnes dans cette situation afin de faciliter leur rapatriement. En attendant, le temps presse pour ces Ivoiriens sans revenus et souvent malades dans un pays étranger. Selon Albert Flindé, le ministre, l'État a permis de dégager une enveloppe de 1,6 milliard pour la gestion des problématiques liées aux Ivoiriens de l'extérieur dans cette période de Covid-19. Vous le savez, cette semaine est dédiée à l'enfant africain. Dans ce cadre, le programme de protection pour les enfants et adolescents vulnérables aura initié une série d'activités hier, jeudi, avec en ligne de mire leur fournir toutes les clés nécessaires pour une vie sociale épanouie. Nadjaïja, Mathurin Badé. Ils étaient une dizaine à prendre part à cet échange initié par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant en marge de la journée de l'enfant africain, avec comme thème les 5 principes pour être un champion. Cette activité vient donner les rudiments pour une vie sociale équilibrée à ces enfants dépourvus de protection familiale et qui ont trouvé refuge dans la rue. Le plus souvent, un enfant a besoin qu'on fouette son orgueil, en fait, pour que la confiance en lui ne meure pas. C'est souvent, ils ont tendance à baisser les bras et à faire comme leurs camarades. Donc vraiment, ils ont besoin d'un coup de pouce de tous pour des conseils de façon très quotidienne, de façon très régulière, pour toujours garder le cap. Extraits de la rue depuis mi-mars, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, ces enfants veulent désormais croire en l'avenir. Pour réussir, ce n'est pas distrait, c'est d'écouter et regarder pour plus comprendre, pour plus connaître, devenir quelqu'un demain. Puis je vais apprendre la mécanique. Et c'est quelque chose-là, je l'aime. Donc je vais devenir quelqu'un demain, dedans, quelqu'un de grand. Il y a un monsieur qui est venu nous enseigner pour nous montrer que dans la vie, là, il ne faut pas marcher avec les mauvaises fréquentations. Que ce n'est pas avec de bonnes fois que tu peux avancer dans ta vie. Mon rêve, c'est de devenir un footballeur.
Je vais m'entraîner de côté et demain, comme je dois aller dans un grand centre, je vais apprendre un métier juste à côté. Au cas où sur le foot a shooté, je vais faire ce métier. Pour l'animateur de la séance, ces enfants doivent s'armer de courage. Le prix à payer, c'est le travail. Il n'y a pas autre moyen pour réussir. Pour réussir, il faut payer avec le travail, avec une abnégation dans ce qu'on fait. C'est vrai qu'ils sont déjà défavorisés de par leur naissance, de par leur environnement. Ils sont défavorisés, mais on leur donne aujourd'hui une opportunité en étant dans ce centre. C'est une opportunité pour eux qu'ils peuvent saisir. Un ouvrage a été remis à chaque enfant pour lui permettre de continuer l'apprentissage de la vie. Le cri de cœur des patrons des maquis et boîtes de nuit, la fermeture forcée de leur établissement en raison de la pandémie de Covid-19 a créé un gouffre financier difficile à combler. Ce vendredi, ils tirent la sonnette d'alarme et demandent à l'État de les soutenir. Yeli Traoré, Aruna Zeba. Yopougon Nyangon abrite l'un des plus célèbres maquis espaces ouverts d'Abidjan. Ce lieu peut abriter jusqu'à 1500 clients et fait le bonheur des amateurs de musique zouglou. Cet espace, qui draine du monde, est à l'instar d'autres établissements du même type, sous le coup de la fermeture en vertu des mesures édictées par le gouvernement. Pour le responsable des lieux, cette mesure a plongé son personnel dans la précarité et menace l'existence même de son établissement, si rien n'est fait. Ça fait 4 mois que nous sommes fermés. Il faut reconnaître que au niveau du personnel, c'est compliqué. Nous avons ici plus de 70 personnes. De manière directe et de manière indirecte, plus de 200 personnes qui ne travaillent pas depuis 4 mois. C'est une galère et je pense que si on ne fait pas attention, vraiment, on court directement vers la fermeture de nos établissements. Dieu merci, l'État a pris les décisions pour dire qu'ils allaient nous accompagner, mais ça fait 4 mois que nous attendons. Jusque-là, rien n'a encore fait. Nous avons rencontré le ministre du Tourisme et des Loisirs qui est en train de négocier pour qu'on puisse au moins, quand ça peut aider nos personnels, nous avons déposé les listes, nous attendons. Situation identique sur la célèbre rue Princesse et dans la commune du Plateau, où ces tenanciers de boîtes de nuit évoquent les mêmes difficultés nées de la fermeture de leurs locaux et on appelle à l'État pour leur venir en aide. C'est près de 20 personnes qu'on emploie, mais ils vivent comment? C'est très difficile. C'est très, très, très difficile. Tu vois un père de famille qui t'appelle pour une somme de 3 000, pour qu'ils puissent manger, ça fait couler les larmes. Il faudrait que le gouvernement réagisse plus vite, ou bien trouver des solutions pour que les boîtes de nuit puissent ouvrir, mais avec un système de travail différent du passé. On a encore des charges, on fait l'entretien 2 fois par semaine, mais c'est coûteux. Parce qu'il faut être prêt à la reprise. On nous demande de s'inscrire sur les sites et tout ça, mais on peut bien s'inscrire sur les sites, on le fait. Pour une boîte de nuit à qui on va remettre 300 000, c'est insignifiant. Vous imaginez, 34 personnes, moi seulement une seule boîte de nuit, qui emploie 34 personnes. Et ces 34 personnes-là se retrouvent aujourd'hui dans les rues. Il y a les factures à la maison, il y a les factures à la boîte, il y a les employés qu'il faut essayer d'aider, il y a des employés qui sont malades, il y a des employés qui ont des enfants, qui ont des maisons, qui ont une famille aussi derrière. Vous imaginez, pour ceux qui louent les fonds de commerce, c'est même pas pour dire le loyer, location des fonds de commerce. Tu loues un fonds de commerce, tu ne travailles pas. Mais le propriétaire des fonds de commerce aussi attend ça pour manger, parce que le propriétaire des fonds de commerce, il loue avec une autre personne. La maladie à coronavirus a ébranlé des pans entiers de l'économie, mais l'industrie de la nuit et du divertissement a payé un lourd tribut à cette maladie. Ce qui explique le cri de détresse des professionnels du secteur afin d'attirer l'attention de pouvoirs publics. Le maire d'Abobo, Ahmed Bakayoko, invite les Abobolais à s'enrôler massivement sur la liste électorale en vue de la présidentielle prochaine. Ils ont donc jusqu'au 24 juin pour s'inscrire sur la dite liste afin d'élire le candidat de leur choix le 31 octobre prochain. Nadia Eja, Mathurin Badé. À l'orée des élections présidentielles du 31 octobre prochain, il importe de se faire enregistrer sur la liste électorale pour soutenir son candidat. C'est en substance le message de Ahmed Bakayoko, ministre d'État, ministre de la Défense, par ailleurs maire de la commune d'Abobo, à sa population. C'est à travers l'enrôlement qu'on a la capacité d'influencer
la vie politique. C'est là qu'on a le pouvoir de décider. Donc que tous viennent se faire enrôler. C'est très important. Si vous n'êtes pas sur la liste électorale, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le pouvoir de faire basculer les choses dans le sens que vous souhaitez. Dans ce contexte de crise sanitaire, il a invité la population à ne pas traîner les pas. Bien souvent, nous constatons que nos populations attendent le dernier jour et on assiste à un engorgement des centres. Cette année, avec la particularité de la période de la Covid, on ne peut pas autoriser des regroupements de plus de 50 personnes. Donc je demande aux populations de venir se faire enrôler maintenant. Un message bien perçu par les citoyens. La révision de la liste électorale a démarré depuis le 10 juin et prend fin le 24 du même mois. Environ 11 000 centres d'enrôlement sont ouverts pour faciliter cette opération. Au Burundi, le 10e président de l'histoire du pays a prêté serment hier. Il a été investi avec 2 mois d'avance sur la date prévue après le décès soudain de son prédécesseur, Pierre Nkurunziza. Le récit de Yeli Traoré. Après avoir prêté serment dans le stade Ngoma de Gitega, capitale administrative du pays, Évariste Ndayishimiye a promis de continuer sur la voie tracée par son prédécesseur lors de son premier discours public depuis son élection le 20 mai. Le nouveau chef de l'État a fait observer 1 minute de silence et rendu un hommage appuyé à Pierre Nkurunziza, décédé subitement le 8 juin à l'âge de 55 ans, après 15 années au pouvoir, officiellement d'un arrêt cardiaque. Il a ensuite promis de gouverner le pays dans le respect de la bonne gouvernance. Une bonne gouvernance commence avec l'établissement d'un bon gouvernement. Un bon gouvernement aussi commence avec un leader burundais qui aime tous les Burundais, qui connaît leurs préoccupations et qui est respecté par son peuple. Je suis venu alors pour établir cette bonne gouvernance comme je le suis obligé par la Constitution. Et je confirme bien et déclare qu'avec l'aide de Dieu, j'accomplirai tout cela. Ce citoyen burundais, invité à la cérémonie, fait part de sa joie suite à cette investiture. Je suis très heureux d'être dans cette place pour la prestation de serment de notre nouveau président. Je suis l'un des invités de notre commune et je suis très fier de voir comment les Burundais sont venus ici en masse. Évariste Ndayishimiye devait initialement prendre ses fonctions le 20 août à la fin du mandat de Pierre Nkurunziza. Mais la Cour constitutionnelle a ordonné qu'il débute son mandat de 7 ans le plus tôt possible, sans intérim, pour éviter une période d'incertitude qui aurait pu déstabiliser le Burundi, dont l'histoire est jalonnée de crises politiques meurtrières et d'une longue guerre civile qui a fait 300 000 morts entre 1993 et 2006. Influents ou anonymes, des malades ayant guéri du Covid-19 en Afrique commencent après leur traitement. Un autre combat, celui contre le déni de la maladie et la stigmatisation des malades. C'est notamment à Kinshasa, en République démocratique du Congo, où les guéris de la Covid-19 font face à la dénégation. Yeli Traoré. Tambo Cash est le caricaturiste le plus connu de RDC. Depuis une vingtaine d'années, il observe et décrypte l'actualité politique de son pays. Il fait partie des gens influents en Afrique qui ont contracté la maladie et en sont guéris. Oui, mais j'en suis une expérience vivante. La maladie existe et je demanderai aux gens qui ont encore des doutes de faire très attention, car je peux confirmer que j'ai souffert. Je crois qu'il faut le prendre au sérieux. Il faut le prendre au sérieux, respecter les mesures barrières et suivre à la lettre les conseils des autorités sanitaires. Journaliste politique bien connu dans les milieux de la presse dans la capitale de la RDC, l'ancien présentateur vedette du journal télévisé du RTGA avait été également testé positif alors qu'il ne présentait aucun symptôme reconnu à l'épidémie. Traité et guéri depuis lors, il dénonce les stigmatisations liées à la maladie. Il y a la stigmatisation. Quand on sait que c'est Covid, vous êtes stigmatisé. Mes enfants dans le quartier ont été surnommés Covid.
on les appelait Corona. Donc quand un enfant sort pour un achat au coin, et dans une boutique, dans le petit commerce, on appelle mes enfants Corona. Vous voyez, ça c'est un comportement qui pousse les gens à se cacher. Donc moi je crois que nous devons faire un travail de sensibilisation et de conscientisation pour qu'on comprenne que ce n'est pas une maladie de la honte. On peut en guérir. Du Sénégal au Kenya, l'urgence n'est plus seulement à la recherche d'un traitement contre le Covid-19. À travers l'Afrique subsaharienne, les autorités se sont engagées aussi contre la stigmatisation des personnes suspectées d'être malades et des soignants. Le coronavirus n'est pas une maladie honteuse, répète-t-elle. Et si vos déchets devenaient des œuvres d'art, c'est le pari d'artistes ivoiriens engagés dans la lutte contre la pollution de l'environnement. Reportage à découvrir dans NCI Reportage, un extrait. Et pour éviter les interruptions dans son processus de création, l'artiste continue de constituer des stocks de claviers de téléphone avec son réseau de fournisseurs. Aujourd'hui, il y a des gens, quand ils ont des téléphones qui ne marchent plus, au lieu de les jeter, ils gardent. Et moi, j'ai mon équipe qui va récupérer, on leur remet toujours quelque chose en retour. Et aujourd'hui, ça fait que j'ai des stocks, des milliers de téléphones qu'on ne peut pas imaginer chez moi et tout. Si chacun de nous essaie de faire quelque chose pour sensibiliser sa génération, je pense que dans les années à venir, on va vraiment avancer, quoi. Fort de son succès, Désiré rêve grand et se dit optimiste. C'est donc à voir juste après le JT, la météo de Maïmouna. Mais avant de vous quitter, je vous rappelle les chiffres du jour. Alors on va le voir très bientôt. 6 874 personnes déclarées positives au Covid-19 en Côte d'Ivoire, 2 942 personnes guéries et 49 personnes décédées. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à tous.